deuxième table ronde de l'après-midi avant ensuite d'aller tous au cinéma La Jetée pour assister à une projection d'archives. Alors cette seconde table ronde, elle s'intitule « Certains l'aiment numérisé ». Alors je ne sais pas si on doit forcément parler d'amour, en tout cas on peut à coup sûr parler de nécessité. La numérisation, c'est quelque chose d'obligatoire, particulièrement quand on parle d'audiovisuel. Mais justement, c'est aussi en fonction des institutions et donc du matériel disponible, du contexte dans lequel on travaille, des agents, une question qui peut être, pardon, il faut encore que je me rapproche, une question qui peut être quand même assez complexe. Et donc, nous, non, je vais rester debout. On a souhaité proposer à plusieurs personnes d'intervenir pour justement évoquer différents contextes par rapport à un plan de numérisation. Donc tout d'abord Stéphanie Ange et Jérôme Chevreul. Donc Stéphanie Ange qui travaille à Ofnibus et qui va donc avec Jérôme Chevreul nous présenter justement un dispositif de résidence de numérisation. Je sais qu'Ofnibus travaille également avec d'autres services d'archives, notamment départementales, dont certains probablement dans cette salle. Donc là, on est dans un contexte d'un centre d'archives qui conserve de l'audiovisuel, mais qui n'a peu ou pas de moyens pour pouvoir numériser en interne et qui donc a fait le choix de ce partenariat avec Ofnibus, sachant que ça n'est évidemment pas uniquement un partenariat de numérisation, mais également un partenariat de collecte, point sur lequel vous allez aussi revenir, et qui fait évidemment la boucle et le lien avec l'intervention, avec la table ronde précédente. Je passerai ensuite la parole à Cédric Desbarbès, qui travaillait aux archives départementales du Val-de-Marne, là pour parler au contraire d'un contexte complètement différent, d'une structure qui conserve depuis longtemps de l'audiovisuel et qui a développé en interne des outils de numérisation, donc avec des techniciens, avec du matériel, mais qui également peut passer par de la prestation de numérisation. Et donc là, on pourra également parler des choix qui sont faits en termes de format, en termes de type de documents qu'on va choisir de numériser, soit justement en interne ou via un prestataire. Et enfin, je donnerai la parole donc à Loïc Bénard qui travaille, lui, aux archives. Qui est archiviste, mais à ATD Carmonde, et qui il présentera son institution et surtout les fonds qui sont conservés et les choix de numérisation. Et c'est intéressant parce que c'est là, pour le coup, ça n'est pas un centre d'archives départemental ou municipal, mais les types de fonds conservés sont finalement très proches de ce qu'on va trouver dans beaucoup de contextes professionnels que vous pouvez rencontrer. Et il y a eu plusieurs opérations de numérisation et je lui ai demandé d'intervenir, d'expliquer un petit peu comment lui, il a pu progressivement, avec ses collègues et avec ATD Carmonde, progressivement développer des compétences en interne, pas tant sur la numérisation que sur le suivi des plans de numérisation et les difficultés, ou en tout cas les choix qui peuvent être faits au niveau des prestations pour pouvoir aboutir à des plans de numérisation qui fonctionnent, qui se passent bien. Voilà, tout simplement. Et puis après, on passera, comme pour la première fois, aux échanges avec la salle. Donc je donne tout de suite la parole à Stéphanie. Merci. Si, c'est bon. Merci. Alors, voilà, donc je vous remercie pour cette invitation et pour qu'on puisse présenter avec Jérôme cette résidence d'archives itinérantes en Mayenne dièse 1. Donc dans la partie effectivement sur la numérisation, on va vraiment faire ce lien de la collecte à la numérisation, puisque la particularité de notre travail, c'est de numériser des fonds qu'on va aller collecter. Ils ne sont pas déjà rentrés dans l'institution avec laquelle on est en partenariat. Donc c'est un petit peu différent. Très rapidement, parce que certains savent déjà un petit peu pourquoi, mais je vais revenir sur les débuts du projet Ofnibus jusqu'à la résidence d'archives en Mayenne. Et je vais lancer en même temps la vidéo pour qu'on puisse gagner un petit peu de temps, parce qu'elle est sonore, mais vous ne devriez pas avoir de son, donc ça devrait bien se passer. Voilà.
Donc, en fait, Ofnibus est né de l'idée qu'il pouvait y avoir des besoins en termes de collecte et de numérisation de films amateurs dans certaines régions, puisqu'on a d'abord commencé par faire une cartographie de la France, qui était comment elles étaient dotées en termes de cinémathèques régionales, cinémathèques départementales. On a recensé ces acteurs-là et également les services d'archives départementales qui travaillent sur l'archive audiovisuelle. Donc, à partir de ce constat, on a vu que certaines régions étaient plus ou moins bien desservies et qu'on pouvait aller proposer un soutien aux structures en place. On n'est pas une structure supplémentaire, on vient en partenariat toujours d'une structure de conservation. Ofnibus ne crée pas de collection, on ne repart jamais avec des films, ou alors que très temporairement, pour donc valoriser cette mémoire. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de venir soit en soutien d'archives départementales, soit en soutien de cinémathèques qui parfois, sur des très grandes cinémathèques, peuvent avoir des besoins puisqu'elles ne peuvent pas forcément collecter sur l'ensemble du territoire, pour venir sur des moments ponctuels d'une semaine à chaque fois, pour faire ce que vous voyez derrière en fond, c'est-à-dire un travail en amont pour repérer les films qui peuvent exister sur le territoire, un travail de collecte, de numérisation sur place, et de valorisation immédiate. On en parlait déjà tout à l'heure. L'importance pour nous, elle est fondamentale pour la restitution immédiate du travail qu'on a pu faire, soit sous forme d'atelier, soit sous forme de projection publique. Donc voilà. Donc en fait, en 3 jours sur un seul territoire, on va de la collecte jusqu'à la projection d'images qui ont été numérisées dans ce délai. Et très rapidement, comme on sait qu'il n'y avait pas de cinémathèque en Pays de la Loire, on a proposé aux archives départementales de travailler donc de concert sur une résidence d'une semaine en Mayenne. Alors à l'époque, on avait commencé sur 3 communautés de communes, donc 2 jours à chaque fois. C'était très très court. Donc maintenant, on s'est dit que 3 jours, c'était bien. Et je vais laisser la parole à Jérôme pour avoir son retour sur la proposition de ce partenariat. Et je reviens. Bonjour à toutes et à tous. Donc je situe déjà les archives départementales de la Mayenne, et déjà la Mayenne en tant que telle. Donc c'est un petit département, je ne sais pas si tout le monde situe la Mayenne, mais un petit département rural d'un peu plus de 300 000 habitants. Donc en effet, dépourvu de cinémathèque, les archives départementales de la Mayenne évidemment conservent quelques fonds audiovisuels, voilà, des archives publiques et privées, mais ça reste quand même vraiment une petite collection comparée à d'autres services d'archives, bien sûr. Sur la collecte, justement, on n'a pas forcément eu de politique de collecte d'archives audiovisuelles. Les archives audiovisuelles sont rentrées par simple hasard de dons des particuliers, d'entreprises, aussi de sociétés de production, de petites sociétés de production. Donc notre expérience en termes de numérisation était relativement faible. On a pu numériser depuis une vingtaine d'années des pièces isolées par des petites sociétés de production locales qui avaient du matériel pour lire des bobines. Et ces dernières années, là, on a pu aussi numériser deux gros versements de VHS provenant de services de com du département. Donc quand l'Ofnibus nous contacte pour nous proposer à la fois cette collecte et cette numérisation, nous on n'est pas complètement armés tout de suite sur toute la maîtrise de gestion et de traitement des fonds audiovisuels. Donc au début on est un petit peu sceptique, on a un peu peur, mais finalement c'est quand même cool. Et comme disait un journaliste de France 3 au début, il dit mais ils font votre job finalement. Et ça peut perturber sûrement. Donc c'était bien sûr oui et non.
car évidemment, ils vont nous aider à collecter, mais ils ont surtout accéléré forcément le collectage d'archives audiovisuelles amateurs et bien sûr la numérisation. Donc forcément, on était très intéressés. Donc voilà par rapport à notre vision, sachant que il y a eu aussi, mais ça c'est sur des termes financiers, des subventions sont quand même venues assez rapidement. Ça a accéléré aussi la venue de la résidence, et elle se trouve qu'elle arrivait juste après, juste avant les Journées du patrimoine, ce qui fait que nous on ne pouvait pas non plus être tout de suite présents pendant cette résidence. Donc voilà. Voilà, oui, on est encore. Donc c'est une jeune association, Oufnibus, qui a déposé ses statuts en 2021. On est encore très contraint par les appels à projets et les subventions en termes de calendrier. C'est pour ça qu'on a plusieurs reprises travaillé sur les Journées du patrimoine, ce qui n'est pas du tout une bonne idée. Vous avez déjà plein de choses à faire sur ces moments-là. Donc on essaye d'en sortir doucement, et on va y arriver, mais voilà. Ce que je voulais ajouter, donc oui, on a donc réalisé cette résidence une fois qu'on avait fait ce partenariat de conservation avec les archives départementales. Donc notre premier objectif, on arrive tout de suite à la numérisation, mais c'est de faire une sorte de grand inventaire de la mémoire filmique dans les territoires qui sont peu collectés. On a une veille permanente en fait, puisque le cinéma amateur n'a pas de géographie. Et là, par exemple, j'ai un fond de la Sarthe qui va partir en Sarthe parce qu'on est en résidence en Sarthe la semaine prochaine et qu'on a découvert au moment où on était en résidence en Vexin. Donc voilà, comme il n'y a pas de géographie, cette veille permanente, elle est importante. Et je voulais rebondir sur ce matin, sur tout à l'heure, et sur le maillage hyper important avec les associations patrimoniales et ce réseau de collecteurs que j'ai trouvé génial en Maine-et-Loire, puisque nous, le premier travail qu'on fait avant de pouvoir arriver sur un territoire et de proposer une résidence, c'est de contacter l'ensemble des associations patrimoniales, de contacter l'ensemble des ciné-clubs, les salles de cinéma, et de remonter la piste comme ça de tous les gens qui ont pu avoir filmé. C'est un travail de très longue haleine, et donc quand des réseaux comme ça existent dans un territoire, c'est exceptionnel, c'est très intéressant. Et donc, on en arrive à la partie numérisation. Une fois qu'on a donc calé les rendez-vous avec les déposants, ça s'est fait en amont, on vient, on s'installe, on met entre 1 heure et 1 heure et demie pour monter la station de numérisation film et numérisation vidéo. Et on va travailler donc sur ce qu'on peut traiter, à savoir sur 6 jours, une vingtaine d'heures. Dans cette vingtaine d'heures, il y a du film et de la vidéo à hauteur de, on va pas dire moitié-moitié, on est un petit peu en dessous des 10 heures pour le film et un petit peu plus de vidéo. On n'est pas un prestataire de numérisation, ça on va le répéter souvent. On ne fait pas de numérisation de fonds de particuliers qui n'entrent pas dans une institution de conservation. Alors ça c'est la consigne. Dans la pratique, il arrive, on appelle des gens à venir déposer les fonds, déposer ou donner dans les archives départementales. Il peut arriver qu'à certains moments, le dépôt n'arrive pas jusqu'au bout ou que ça prenne du temps. En tout cas, les fichiers numériques issus de la numérisation vont systématiquement, et les déposants signent, vont systématiquement aux archives départementales ou à la cinémathèque partenaire. Pour nous, la numérisation, elle a une forte valeur pédagogique. Au moment où on est en train de numériser, en fait, c'est parfois la première fois que les déposants vont revoir les films qu'ils n'ont pas vus depuis très longtemps, et on va prendre toutes les informations. On n'est pas en capacité de faire de la captation de témoignages systématiquement. On va leur donner un petit micro pour qu'ils puissent s'enregistrer quand c'est possible. Alors parfois, ils mettent stop régulièrement, ça ne suit pas le cours du film. Enfin bref, on est encore complètement... on commence, donc on met en place au fur et à mesure des systèmes, mais pour l'instant, c'est pas parfait. Mais en tout cas, on essaye de rapporter le plus de matière possible qu'on va transmettre à l'issue de la résidence. Donc une numérisation pédagogique avec un intérêt immédiat pour les déposants et pour le grand public, puisqu'on fait cette valorisation immédiate. Donc je vous dis une vingtaine d'heures numérisées sur 6 jours, 2 fois 3 jours. À la fin des 3 jours, on fait un montage qui dure entre 35 et 45 minutes avec un musicien ou un conteur ou un comédien, enfin quelqu'un du spectacle vivant qui vient donner vie à ces images très souvent muettes. Puisque même si elles ne sont pas muettes, sur le temps de la résidence, on ne numérise pas de film sonore. On n'a pas le temps de numériser le film, le son, la synchro, on ne peut pas s'en occuper. Par contre, on essaye tout le temps de travailler avec un plan de numérisation qui va suivre la résidence, qui permet de retraiter ces films qui ont été numérisés uniquement pour la partie film. Voilà.
Donc, numérisation pédagogique, numérisation relais. L'objectif, c'est que les archives avec qui on travaille n'aient pas de passif énorme à s'accumuler, et donc de pouvoir rendre des fichiers numériques. Ça ne veut pas dire que les archives ne vont pas refaire un travail de numérisation sur certains fonds parce qu'ils souhaitent avoir une meilleure qualité ou parce que, je ne sais pas, pour d'autres raisons. Mais en tout cas, le travail est fait sur une bonne partie des fonds collectés ou sur un échantillonnage représentatif des fonds collectés pour que ça puisse servir immédiatement. Voilà, et donc pour faire ce parallèle entre on n'est pas un prestataire externe, interne, on s'apparente davantage à un travail en interne puisqu'on a tout autant intérêt que les archives départementales ou le partenaire Cinémathèque à ce que le travail soit bien fait, puisqu'on va valoriser nous aussi immédiatement les images qu'on a numérisées. Voilà, et donc en 6 jours, vous avez les chiffres ici, je ne sais pas si je donne tout pour la Mayenne, on avait touché 216 personnes, on est content parce qu'on commence à être un peu plus connu et donc à avoir une meilleure audience auprès des publics. À inventorier 272 supports, en numériser 56, soit 19h35, pour des masters à hauteur de 721,43 gigas et 18 dépôts potentiels. Pour les formats proposés, donc, nous, on propose du ProRes 422 HD, enfin, vous avez toutes les recommandations, parce qu'en plus, je suis dans la partie numérisation, mais moi, je ne suis pas technicienne audiovisuelle, donc là, je répète ce qu'on me dit, mais si vous me posez plein de questions derrière, je vais vite être limitée. Voilà, donc tout ce qu'on propose et ce qu'on fournit, on s'adapte toujours à la structure avec qui on travaille et on est dans du pragmatisme. Voilà, parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir sortir donc des fichiers totalement non compressés, etc. Ce n'est pas l'objectif de ce travail en résidence. Voilà, et je laisse Jérôme poursuivre. Pardon, j'étais trop long. Sur l'intérêt, l'intérêt, on le voit aussi quand même tout de suite. D'ailleurs, on ne l'a pas forcément souligné, mais c'est vrai qu'il y a eu une convention de signer entre l'Ofnibus et le département. Et évidemment, nous, on s'engageait à conserver au moins les fichiers numériques et au mieux les bandes qui arrivent en don ou en dépôt, s'il y avait un intérêt patrimonial pour le département. Ça... C'était bien pardon, excuse-moi. Pourtant, j'étais preneur de son. Et mais en tout cas, ouais, il y avait, donc, comme la politique de collecte, la conservation de fichiers numériques était un petit peu hasardeuse encore chez nous en audiovisuel. Notre difficulté, elle était aussi du fait que la diffusion parce que voilà, on a l'objectif de diffusion de ces archives. Et nous, de notre côté, on a un SIA, système d'information archivistique, qu'on a donc un nouveau marché depuis 3-4 ans, et on doit fournir les fichiers aux prestataires. Donc forcément, des fichiers très très lourds, c'est tarifé. Donc il fallait quand même d'avoir un fichier qui soit pas trop lourd non plus pour la diffusion. Après, on n'avait pas cette connaissance aussi donc à part évidemment les conseils en normes, enfin en fichiers, sur la pérennité des fichiers. On a vu aussi que l'Ofnibus est quand même, tu me dis si j'ai dit une bêtise, mais beaucoup de personnes qui travaillent à l'Ofnibus travaillent aussi en cinémathèque. Il y a une grande connaissance des fichiers, donc on a pu avoir totalement confiance en l'association en termes de conseils sur les fichiers de numérisation. Donc ça nous a beaucoup aidé. Et là, je passe plus sur la notion de collecte. On a quand même eu une difficulté, le fait que je n'ai pas pu être présent pendant la résidence. Le contact avec les gens, je ne l'ai pas eu, moi. Et aujourd'hui, je dois contractualiser, il y a la notion juridique, je dois contractualiser justement des dons, des dépôts. Et j'ai une certaine difficulté à les recontacter. Donc pour l'instant, on a quand même un travail sur de l'arriéré qui est quand même conséquent. Donc ça donne aussi une certaine expérience de ces résidences et de pouvoir après appréhender le mieux une éventuelle justement deuxième résidence, parce que le fait d'avoir contacté, on l'avait dit, parce qu'il y a des événements de créer pendant cette résidence, ça donne de l'intérêt à d'autres personnes pour éventuellement donner des archives audiovisuelles.
Merci. Il y a donc, on a pu, à l'issue, on a quand même travaillé assez rapidement sur 3 fonds qu'on a déjà mis en ligne sur notre site internet. Donc, à découvrir sur notre site des archives. On a la chance aussi depuis 3 ans d'avoir un site internet, voilà, un système d'information archivistique où on puisse diffuser quand même des archives audiovisuelles, ce qui n'est pas toujours le cas pour tous les services d'archives. Merci beaucoup. Et je vais donc maintenant passer la parole à Cédric Desbarbès, donc sur l'expérience de l'atelier audiovisuel et du secteur audiovisuel des AD du Val-de-Marne. Eh bien, bonjour. Je me prête donc à l'exercice, plutôt habitué à être de l'autre côté, à la technique, comme monsieur au fond derrière les caméras. Donc voilà, je vais essayer de prendre la parole. Donc, le Val-de-Marne, la spécificité du Val-de-Marne, c'est que c'est déjà un département issu de redécoupage de la région parisienne. Donc, c'est un département créé en 1968, suite à la loi de 1964. Qui crée concrètement, administrativement, le département du Val-de-Marne. Le territoire existait déjà, mais il était découpé entre le département de la Seine et le département de la Seine-et-Oise. En 1968, 1er janvier 68, création du département, 1er janvier 68, prise de fonction de la première directrice des archives départementales du Val-de-Marne. Et un nouveau département, il faut constituer des fonds d'archives. Et très naturellement, la jeune directrice, Madame Berche, s'est tournée vers... elle a regardé déjà ce qui existait comme fonds un peu traditionnel. Et très vite, elle s'est dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme typologie de documents qui pourrait être intéressant de collecter et de conserver. Et elle s'est orientée vers l'audiovisuel, vers l'image et le son. Nouveau département, nouvelle préfecture, création d'un bâtiment et le premier film, le premier achat, le premier film qui rentre aux archives, c'est le film sur la construction de la préfecture. Voilà. Donc dès 1972, elle collecte, sans oublier les premières séances du Conseil général. Donc à la fois de l'image et du son. Pendant une dizaine d'années, elle collecte et elle entasse ça dans un coin. Le premier bâtiment des archives était lui aussi pour le coup en construction. Tout était en construction dans le Val-de-Marne. Le premier dépôt, c'était une ancienne maison dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés, une petite villa avec 2 étages et un magasin d'archives improvisé à l'étage. Et le bâtiment actuel donc, sort de terre et en 1974, avec 12 étages de magasins, avec seulement les 6 premiers de construits. La crise pétrolière passe par là, donc ils ne vont pas jusqu'au bout. Enfin, ils ont construit les murs, hein, l'intégralité, mais c'est les planchers qui n'étaient pas faits. Et donc, collecte d'archives audiovisuelles. Et parallèlement à ça, le Conseil général, au début des années 80, se dote d'une régie de production audiovisuelle pour valoriser son action auprès des Val-de-Marnais. Donc une petite équipe de 3 personnes se forme, un preneur de son, un caméraman et une monteuse. Une régie audiovisuelle au sein du bâtiment de la préfecture et du Conseil général. Et donc eux, ils produisent aussi de l'image. Très naturellement, Madame Berche sait que ça existe, elle a déjà commencé à collecter. Et donc, dès 1983, il y a le premier versement de la préfecture et du Conseil général en termes d'archives audiovisuelles. Premier versement, 83.
Et comme elle a collecté, elle a beaucoup d'archives audiovisuelles. Et en 1984, c'est l'acte de naissance de la régie audiovisuelle telle que vous la voyez là, qui s'est constituée un peu de bric et de broc au départ, surtout dans un local qui n'était pas dédié à de l'audiovisuel. C'était une salle qui était dédiée à l'accueil des scolaires. On était dans les années 70, hein, donc là vous ne le voyez pas forcément, mais il y a de la moquette au sol, au mur. C'est très vintage. Enfin, aujourd'hui c'est vintage, à l'époque c'était top. Et je ne sais pas si on le voit bien, mais on voit, il y a plein de moniteurs, plein de machines et de câbles aussi, on devine les câbles. Et en fait, la particularité dès le début, j'ai parlé des documents, mais ce que je n'ai pas encore dit, c'est la collecte des appareils pour lire ces documents. Parce qu'un document audiovisuel, si on se limite juste à sa forme première, on n'a pas accès on a un contenant et on n'a pas accès au contenu. Et donc, très naturellement, il y a eu la collecte également des machines pour lire ces documents. Je vous ai parlé de la régie de la communication qui s'est créée. En gros, une régie de production, tous les 5 ans, ça renouvelle, ça change de format, surtout quand on était sur du support bande. Donc au début, ils ont commencé avec du format 3 quarts rhumatique, et puis au bout de quelques temps, ils ont commencé à renouveler leur parc. Et en fait, leur parc, très naturellement, on l'a collecté. Donc leur magnétoscope et leur caméra, en fin de vie, pour eux en fin de vie, mais pas pour nous, leurs machines sont venues aux archives, en même temps que les versements. Et c'est comme ça que s'est constituée la première régie. Avec donc, quand là, il y a marqué l'acte de naissance, c'est que le conseil général, ensuite la directrice plutôt, excusez-moi, la directrice a présenté au conseil général en séance, a présenté l'intérêt des archives audiovisuelles, toute la phase de collecte et la constitution de même plusieurs fonds. Et du coup, le conseil général a doté les archives de crédits, de budget concernant la création l'officialisation d'une régie audiovisuelle. Donc dès 1985, la régie fonctionne et création d'un poste de technicien. Donc c'est pas rien, parce que la notion technique de l'archive audiovisuelle est prise en compte quasiment dès le... Alors pas dès le départ, hein, parce que la collecte, comme je l'ai dit, était... Voilà. Mais très naturellement, en fait, on arrive à la notion technique et la notion matérielle est prise en compte. Et voilà, 1985, première régie et premier technicien audiovisuel. On arrive ensuite, le technicien, donc il n'y a pas de numérisation à ce moment-là, ça passe essentiellement par de la duplication de supports. Donc le premier support de conservation des images animées, c'était le 3 quarts rhumatique, puis le bêta SP, voilà, par exemple. Pour le son, il y a eu de la bande audio. Puis après, on est passé à d'autres formats. Et en 2001, j'ai été recruté en second technicien, parce qu'on collecte, et ça s'amasse, et il faut traiter. Donc un deuxième technicien arrive, moi en l'occurrence. Oula. Et c'est Olivier qui disait que... Non, j'ai entendu que ça me... En fait, je suis rentré emploi jeune. Voilà. Un contrat emploi jeune, parce que donc Madame Berche était partie à la retraite, une autre directrice a pris sa suite. Et dans le souci de voir, effectivement, les gens partent à la retraite, et ils partent à la retraite parfois avec un savoir-faire. Et le premier technicien audiovisuel, Jean-Jacques Guillaume, commençait à aller à la retraite, et là ils ont commencé à se dire le technicien audiovisuel dans le patrimoine, on va trouver un monteur facilement, on va trouver un cadreur facilement, mais quelqu'un qui connaît les différents formats. Du coup, il y a eu l'idée de la transmission du savoir, et donc j'ai été recruté. Le contrat emploi jeune était le contrat de l'époque, qui était un très bon contrat parce qu'il y avait cette obligation de formation de la part de l'employeur, et ça a vraiment une importance. Ça a vraiment une importance. Et donc l'idée, c'était de travailler pendant 5 ans avec le technicien en place qui transfère son savoir, qui m'apprend à utiliser tout ce matériel, plus de la formation à l'extérieur, donc notamment à l'INA, qui est une des références en la matière, si ce n'est la référence. Et parallèlement, donc, on continue la collecte et on crée on en arrive à créer une nouvelle régie. Donc on a même changé de locaux, il y a eu tout un réaménagement.
Et parallèlement à ça, donc Jean-Jacques est parti, je suis resté tout seul. Et on arrive à une époque où la numérisation quand même devient la norme. En fait. On arrête de dupliquer de cassette à cassette et on se met à numériser. On a fait quelques expériences entre 2002 et 2006. On a fait l'expérience de la numérisation MPEG 2. Alors pour ceux qui savent, ça fait sourire parce que c'était quelque chose. Il fallait l'essayer. L'INA l'a fait. Enfin, je parle sous le contrôle de l'INA. Bon, c'était pas une réussite. Et heureusement, on l'a testé. On n'a pas tout numérisé en MPEG 2. Mais on a fait ensuite, il a fallu faire des choix et on reste malgré tout une petite structure, au sens qu'on est 2 techniciens et beaucoup de machines, mais voilà, on n'est pas une équipe complète dédiée uniquement à l'audiovisuel. Les moyens financiers aussi que ça implique, de numériser dans des formats qui seraient beaucoup trop lourds. Donc on a fait beaucoup d'essais et on en est arrivé dès 2006 à choisir le ProRes 422. Qu'on a pu voir sur la présentation d'Ophnibus et de la Mayenne. Pardon. Et donc tous nos documents d'images animées sont numérisés en interne avec les différentes machines que vous voyez là, en ProRes 422 pour l'image animée, et on numérise également le son en Wave. Et ça donc depuis 2006. Ce que j'ai pas donné, c'est des chiffres. D'ailleurs, j'avais une slide pour ça. Voilà. On ne s'est pas lancé dans une grande diversification des formats. Il y en a tellement. Je vous passe même le type de cassette. Il y en a tellement. On pourrait les énumérer, hein, mais on ne pourra pas toutes les énumérer. Mais voilà, on a essayé d'être... en fait, les AD du Val-de-Marne ont la chance d'avoir... Ils se sont donné la chance d'avoir 2 techniciens. Et du coup, on peut travailler à expérimenter des choses. Et ce qui nous a permis, au final, d'arriver à quelque chose d'assez simple. On conserve en ProRes 422 et on consulte en MP4 H264. On conserve le son en Wave et on consulte en MP3. Et si on a collecté 25 types de supports différents, charge à nous de simplifier et d'arriver à ça, aussi bien pour les archivistes qui vont décrire, que pour le public qui n'a même pas forcément à savoir quelle technicité on a employée pour qu'il puisse avoir accès à ces documents. Les archives audiovisuelles du Val-de-Marne, depuis sa création, aujourd'hui, c'est à peu près 18 000 documents et la moitié numérisée, 9 000. Et sur le site internet, on en trouve pas loin de 1000. Je parle, voilà, vous irez voir sur le site internet des archives départementales du Val-de-Marne. Ce qui ne nous empêche pas, donc on a une régie, on est 2 techniciens, on fait beaucoup de numérisation, mais on ne fait pas que ça aussi, hein. Je passerai très rapidement là-dessus, mais on fait aussi tout ce qui est la valorisation, les montages, réalisation de montage. Si on organise une journée d'études, on passe derrière les caméras et on filme. Voilà, on est sur tout ce qui est audiovisuel, mais la mission principale, c'est la conservation et la numérisation. Et suivant le type de fonds aussi, la volumétrie, on passe certains fonds en prestations externes, avec des entreprises avec lesquelles on passe des marchés. Et notamment, ce que je n'ai pas dit, on est un département jeune, même si le territoire existait avant. Le film le plus ancien qu'on ait date de 1914. C'est un film 28 mm, pellicule, sur l'actuelle roseraie du département, qui était une demeure qui appartenait donc à M. Gravereau, et qui filmait sa magnifique roseraie et ses dîners en famille, ce genre de choses. Mais en fait, en termes de support, le fond film pellicule est assez minime, assez petit dans le Val-de-Marne. Historiquement, comme je l'ai dit, avec la communication du département et autres, c'est un département plutôt jeune et on est parti plutôt sur des documents type vidéo, bande audio. Donc majoritairement, c'est des fonds vidéo, cassettes 3 km, alors que ce soit des professionnels ou amateurs. On va trouver à la fois de la VHS, VHSC, H8 et de l'amateur, Beta SP, professionnel, oui, professionnel. Beta SP, Beta NUM, j'en passe, c'est les meilleurs. Et donc certains fonds, on les passe, notamment les films, la pellicule, on passe par des prestataires. Et qu'est-ce que je voulais dire
En termes de je sais que là c'est la numérisation, mais qui dit numérisation, on a juste des fichiers et il faut les mettre à disposition du public, donc il faut quand même un minimum d'informations. Et dans le Val-de-Marne, il n'y a jamais eu de personnes dédiées à la description des archives audiovisuelles. Il y a eu pendant plusieurs années Jean-Charles Roux qui faisait cette description, mais qui était, comme beaucoup d'entre vous, chargé d'autres choses. Donc j'ai entendu notaire, j'ai entendu... voilà. Donc c'est pareil, il s'occupait d'autres choses, et en plus de ça, il faisait la description de visuel. Lina étant la référence, beaucoup voulaient décrire comme Lina, mais en étant juste seul. Et donc d'écrire plan à plan, seul. Voilà. On voit la liste des films, les entrées augmentées, la collecte augmentée, mais la description pas assez. Et le gros du travail, en fait, qui s'est fait et qu'on arrive aujourd'hui là-bas, dans le Val-de-Marne, c'est que tout archiviste qui se retrouve avec de l'audiovisuel dans son fond, puisqu'on peut rentrer un fond papier et il y a de l'audiovisuel aussi, l'archiviste va également décrire le document audiovisuel. Et le rôle aussi de la régie audiovisuelle et des techniciens par le biais de la numérisation, c'est aussi de sensibiliser déjà en interne les archivistes avec ce support qui leur fait peur, pour beaucoup. Et du coup, on leur explique qu'on est un moyen pour eux de, justement, n'ayez pas peur, on va vous expliquer ce que c'est et on va travailler ensemble pour faire que vous ayez accès à ce contenu. Donc, dernière chose sur la numérisation, tout document qui rentre est systématiquement numérisé avant d'être vu. À aucun moment, l'archiviste va pouvoir le passer dans quelconque magnétoscope pour pouvoir le regarder, revenir en arrière, faire pause. Il est systématiquement numérisé. Ça peut paraître... mais en fait, il y a beaucoup d'endroits où malheureusement on continue d'abord à regarder et ensuite on numérise. Donc là, non. D'abord on numérise et ensuite on regarde et on peut revenir en arrière, s'arrêter, reprendre. Voilà. Parce que c'est de la vidéo. Ah oui. Oui. On en parlera après. Et les 2 tiers animés, c'est les deux, n'importe quoi. Les deux, je ne sais pas si je l'ai dit, mais sur les 18 000 documents, il y a 2 tiers d'images animées et 1 tiers de son. Parce que voilà, on a quand même du son. Et tout à l'heure, ça parlait de valorisation du son. Et on a des petits exemples de valorisation. Mais là, c'est pour un autre, sur les radios notamment, mais c'est un autre sujet. Bah, merci beaucoup. Hein. Merci pour cette présentation et pour cette expérience. Et puis donc maintenant, je vais passer la parole à Loïc Bénard, donc d'ATD Quart Monde. Je te laisse. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il faut bien se rapprocher. Bonjour, donc je suis Loïc Bénard, je travaille à ATD Quart Monde, donc je suis l'archiviste d'ATD Quart Monde. Et je vais vous présenter rapidement, l'objet c'est de parler, j'ai bien compris, de la numérisation, mais je vais vous parler rapidement, présenter l'association pour laquelle je travaille, ainsi que son fonds audiovisuel. Donc, alors, je vais d'abord présenter rapidement le centre Joseph Rezinski. C'est là ? Merci. Que disais-je ? Oui, donc, alors depuis sa création en 1957 dans le bidonville de Noisy-le-Grand, ATD Quart Monde enregistre et conserve l'histoire oubliée de la grande pauvreté. Suivant la volonté de son fondateur Joseph Rezinski, qui était lui-même issu de la grande pauvreté, le mouvement rassemble les preuves de l'existence des personnes en situation d'extrême misère et leur donne la parole auprès des pouvoirs publics et des grandes organisations internationales. Donc la question de la conservation est vraiment première et le fondateur du mouvement, c'est comme ça qu'il est cité en interne, a aussi beaucoup sensibilisé ses équipes pour produire des archives, pour enregistrer des témoignages des personnes, des familles. Donc ce sont des entretiens dirigés.
et également pour les préserver. Ce qui explique qu'on a des fonds qui sont dans lesquels il y a peu de lacunes, qui sont anciens, donc qui remontent. On a des films de 1960, sous pellicule. Donc on a un fond vidéo et filmique qui est très intéressant. Alors, en 1988, donc, Joseph Wresinski est décédé. Et en 1989, il a été décidé de rassembler ses archives personnelles, qui rassemblent ses actions, ses réflexions dans la maison Joseph Wresinski. Et en fait, c'est en 2005, en 2007 même, l'inauguration du Centre de mémoire et de recherche Joseph Wresinski, qui devient le lieu unique de conservation de l'ensemble des archives produites par les équipes d'ATD Quart Monde. Donc c'est une importance matérielle de 2,5 km linéaires et 70 téraoctets. En fait, il y en a un peu plus, mais il y aura du dédoublonnage à faire, puisqu'on a reçu, ça je vais en parler tout à l'heure justement, un important lot de numérisation, 67,1 téraoctets. Et les fonds collectés représentent 65 ans de combats menés dans le monde entier contre l'exclusion. Donc ce sont des archives qui ont une richesse historique et qui contiennent la réflexion et les luttes menées par ATD Quart Monde depuis sa fondation, ainsi que les témoignages des personnes en situation d'extrême pauvreté. Donc il y a à la fois cette production d'archives par les équipes d'ATD Quart Monde, ce qui fait qu'on crée beaucoup d'archives, mais il y a aussi la collecte et la conservation. Donc, je ne vais pas faire un historique très très précis, mais en 2007, donc, il y a eu plusieurs techs, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, il y a la vidéothèque, l'audiothèque, l'écrithèque. En fait, on collectait par support les archives. En 2017, une archiviste a été engagée, archiviste de formation à plein temps et dans la coordination de l'équipe des archives. Et à ce moment-là, la gestion a été transformée parce qu'il n'y a pas de raison en fait, de collecter séparément des documents qui sont produits, qui se contextualisent mutuellement. Et avec aussi tout le contexte de production que l'on perdait, et les liens entre les archives d'une tech à une autre. Néanmoins, les techs ont été conservées, dont la vidéothèque, et elles ont aujourd'hui une expertise, un savoir-faire, et en tout cas, il y a une formation continue qui se fait. Donc la vidéothèque, elle est gérée par Vincent, qui est sur cette photo au premier plan, Vincent Chanal, lequel s'est formé sur le tas et a aussi bénéficié d'une formation de l'AF à l'INA, donc à Brie-sur-Marne, pour être armé par rapport à cette problématique de la numérisation que nous allons aborder. Les fonds de la vidéothèque, donc c'est des documents de communication qui sont versés régulièrement par les équipes dans le monde. Donc c'est dans 32 pays et on a les films des cinéastes du mouvement. Donc on a tout le suivi de la production, les rushs également, les masters de numérisation. ATD possède aussi des documents audiovisuels dédiés à l'histoire du camp de Noisy-le-Grand de 1960 à peu près, un peu avant, jusqu'à sa destruction en 1971. Donc ça montre les bidonvilles et les lieux de pauvreté. Donc voilà, je ne vais pas vous citer tous les films et leurs cotes, mais ces archives audiovisuelles conservent les prises de parole des populations devant les représentants des grandes organisations nationales et internationales, tels que l'ONU, le Conseil de l'Europe, le CESE, l'Assemblée nationale. Ce sont des milliers d'heures qui concernent les sessions, les réunions, les entretiens, les universités populaires. Également des spectacles donc filmés qui rassemblent des aides de tous milieux et horizons, des représentations théâtrales, mis en scène par ATD Quart Monde. Aussi les journées mondiales du rassemblement, de la journée de la lutte contre les misères, du 17 octobre qui a récemment été fêté. Voilà. Donc là, le fonds audiovisuel, donc voilà, on a beaucoup de supports.
Et le fonds audiovisuel, il comprend 6800 supports qui se caractérisent par leur multiplicité. Ils se répartissent en vidéos et films argentiques, constitués essentiellement de 8 mm, donc du Super 8, et de pellicules 16 mm. Donc les magasins des films et vidéos est maintenu aussi dans des conditions climatiques, 15 degrés, 40% d'humidité. Et cela se répartit en 3 ensembles, les films, donc 8 mm, 16 mm, 35 mm, les bandes magnétiques, VHS-C, VHS-CC, Betacam, Beta SP, Digibeta, Humatic, HI8, cassette audio, Mini-DV, HDV, VCR, EIAJ, DVCam, disque optique, et donc en PAL, CCAM et NTSC. Donc, que dire depuis l'arrivée de Vincent en mai 2016, il gère aussi la numérisation des vidéos qui ont été produites par le mouvement. Au sein du pôle archives qui se constitue d'une quinzaine de personnes, il peut compter sur le soutien de la coordination des archives. Donc moi, je suis un des coordinateurs du pôle archives, ainsi que des bénévoles donc, qui assurent la description, le récollement et le contrôle qualité de la vidéo. C'est vraiment une activité qu'on a renforcée récemment parce que tout ce travail sur la numérisation, c'est quelque chose qui se renforce et qu'on essaie de professionnaliser le plus possible donc avec les années. Alors je vais vous parler de l'historique. Donc moi je suis arrivé en 2019, en février 2019, mais avant cela, en 2016, Vincent donc, a identifié plusieurs problèmes. Donc, notamment, les premières numérisations ont été menées essentiellement en interne à la demande, selon les demandes de communication, ainsi qu'auprès de 2 prestataires externes, mais sans réel suivi ni contrôle. Alors le problème, c'est qu'on ne dispose pas d'une documentation de cette époque qui permet de connaître ce contexte des premières numérisations, mais leur qualité a été jugée en deçà des attentes de la vidéothèque, donc très clairement, pour des fichiers de conservation destinés à un usage sur le long terme. Donc ça nous a amené à prendre la décision de numériser et de renumériser d'ailleurs, voire de renumériser la totalité des documents. On a aussi eu un autre problème, c'est que les visionnages au début étaient possibles pour les VHS, les Betacam, les Humatic et les DVCam, et aujourd'hui il n'y a plus de possibilité de visionnage. Et on prend à chaque fois que l'on visionne un document, on prend le risque que ce soit la dernière fois, qu'il ne puisse plus être lu. Donc plutôt que de courir ce risque, on préfère tout numériser en aveugle, donc ce qui quand même a un coût de numérisation conséquent, et après dédoublonner, après identifier les fonds dans un nouveau tableau de récollement. Alors j'ai parlé aussi de la mauvaise connaissance des fonds qui s'expliquait par une base de données qui n'était pas fiable, qui n'était pas actualisée non plus, des fonds partiellement décrits et cette disparition du matériel permettant de visionner les supports physiques. Du coup, voilà, les objectifs, c'était aussi la décision a été prise de numériser en externe, auprès de prestataires externes, l'ensemble des supports physiques dans des bonnes conditions, de reporter les données collectées dans un nouveau tableau de récollement, car l'ancienne base n'était pas actualisée, elle comportait des erreurs et elle ne correspondait plus aux attentes. On a aussi créé des liens vers les autres techs par le biais de sources complémentaires. Donc voilà, il y a un travail de récollement, de visionnage pour sélection et de constitution d'une nouvelle base. On a aussi une réflexion sur le format des fichiers numérisés. Donc, en 2017, lors de la première consultation, il y a eu à ce moment-là une réflexion. Des avis ont été recueillis auprès de plusieurs institutions. Donc, on a un expert de l'INAR qui est venu aussi visiter nos archives et nous conseiller. Le Collège de France, la Bibliothèque nationale. Donc, ça a été, le choix a été fait de numériser les fichiers en MPEG 4 avec le codec H264 pour la vidéo et AAC pour l'audio, avec 2 niveaux de réglage et de débit selon la conservation et le support. Il s'agit d'un format libre, donc il n'y a pas de licence à payer, ouvert et non propriétaire. Et il présente en outre l'avantage d'être partagé par une large communauté d'utilisateurs, donc ce qui offre des garanties de pérennité et d'interopérabilité.
Le MPEG-4, c'est un compromis entre qualité, coût de stockage et possibilité de travail pour aussi l'envoi et le partage de fichiers à travers le monde, parce que les documents de la communication sont très demandés aussi en interne, pour représenter justement toutes les actions du mouvement. Donc voilà. Et se pose aussi d'ailleurs la question de que va-t-on faire des supports d'origine. Moi, je plaide beaucoup pour conserver ces supports d'origine, pour pouvoir ainsi revenir à une numérisation pour refaire la numérisation si nous n'en sommes pas satisfaits. Et puis on sait bien que on perd forcément à chaque numérisation en qualité. Voilà. Donc la numérisation en externe, ce sont 4 lots. Alors je vais essayer de sortir parce que j'ai un autre fichier à vous présenter. Voilà, qui donne un peu des chiffres. Donc on a eu 4 lots de numérisation avec au total 3689 supports numérisés pour un poids total de 88 téraoctets. 88,1 téraoctets. On a aussi fait appel à certains prestataires, soit parce qu'on était dans une relation commerciale qui était meilleure et ça favorisait les échanges, ou bien parce qu'un prestataire était capable de numériser les EIAJ, qui est un support assez exotique et assez rare. Donc, Vincent sélectionne les documents numérisés et vérifie la qualité des numérisations en collaboration avec l'équipe et compare les différentes sources, puis renvoie au chargé de mission du prestataire le matériel qui doit être à nouveau numérisé. Alors, le contrôle de qualité, c'est quelque chose qu'on a renforcé parce que ces opérations ont pour but de vérifier l'existence des problèmes qui peuvent être liés à la stabilité, à la définition, au découpage et au zoom qui peuvent être opérés par le prestataire. Donc, on a un lot, le lot numéro 4, où on s'est aperçu. Alors, j'essaie de me souvenir. Aurélien m'avait... Voilà. Je vais avancer un petit peu dans les diapositives. On s'est aperçu que le prestataire avait un léger zoom qui avait été opéré, qui privait l'image d'une partie de ses bords. En fait, ce recadrage ou crop supprimait les défauts visibles en bas de l'image. Et pourtant, dans le cahier des charges, on avait demandé à ce que pour les fichiers de conservation, l'entièreté de l'image soit conservée, même s'il y a des défauts, parce qu'il est important pour nous de garder l'intégrité de l'image, malgré ses défauts. Je vais trop avancer. Donc vous avez déjà les perspectives d'avenir. Ça veut dire qu'il faut que j'accélère. Ça doit sans doute vouloir dire ça. C'est un message. Nous voulions que les fichiers de conservation aussi soient entrelacés et sans zoom pour pouvoir les conserver dans l'état le plus fidèle possible à celui des documents d'origine. Or, on a également découvert que le lot avait été numérisé en progressif pour la conservation avec des effets de peigne, donc effets de trame, qui n'apparaissent pas habituellement donc, sur ce mode. Donc devant toutes ces questions, on a, moi j'ai beaucoup aussi été d'avis de justement rentrer dans ce réseau des archivistes de l'audiovisuel, donc d'appeler les archives départementales de Seine-Saint-Denis pour avoir un avis, pour avoir aussi cette question d'être armé. On a été le contrôle de qualité. On a eu un aspect humain qui est subjectif, puisqu'on a multiplié le nombre de personnes en charge du contrôle pour en vérifier la pertinence. Ça ne suffit pas de dire qu'on n'est pas satisfait et que ce n'est pas techniquement beau. L'aspect matériel, ce sont des contrôles qui doivent s'effectuer sur le même matériel avec un calibrage identique des couleurs et de la luminosité. Et l'aspect logiciel, donc c'est le programme gratuit Média Info qui donne des métadonnées pour vérifier si les critères de numérisation ont bien été respectés par le prestataire. Et c'est déjà... Bon, c'est gratuit, mais ça donne déjà pas mal d'éléments. Et on a l'aspect relationnel aussi avec le prestataire. Mais le problème, c'est que comme on numérise en aveugle,
on n'a pas forcément la capacité par nous-mêmes d'effectuer ce comparatif de qualité. Et par exemple, on nous a donné l'argument, oui, c'est de la VHS, c'est de la mauvaise qualité parce qu'à l'origine, c'est une image toute pourrie. Et en fait, on s'apercevait qu'il y avait quand même une nette perte de couleur, une nette perte de définition, de netteté. Et ça ne justifiait pas forcément, selon moi, donc cette perte-là. Donc le but aussi, c'est d'apprendre, c'est de se former en continu. Donc moi, en tant qu'archiviste, Vincent, qui apprend beaucoup sur la technique audiovisuelle, on se consulte beaucoup pour essayer d'avancer. Alors, les perspectives d'avenir, c'est déjà la fin de la numérisation des vidéos. On n'a pas encore terminé. Il reste un lot, notamment avec les HDV, qu'on a découvert dans le précédent lot. Et les supports reçus entre-temps, donc notamment à travers les versements des équipes et les versements que les cinéastes du mouvement. Pas plus tard que cette semaine, il y a une cinéaste qui m'a aussi versé tout un dossier de production avec des rushs, des masters, différentes versions, tout le suivi. Donc ça, c'est vraiment très précieux. Il y a des CD et DVD avec des choix à faire, externalisation interne ou externe, numérisation de masse ou à la demande. Le fond des films avec ses problématiques spécifiques. On a 768 cotes, en très grande majorité du 16 mm et 8 mm, des bobines montées, beaucoup de rushs non montés avec la question de la synchronisation entre les éléments audio et les éléments vidéo. Le changement aussi de système d'information, parce que donc là on vient d'acquérir un SIA, donc c'est Arcotech Gestion. On n'a pas de notice qui existe spécifiquement pour l'audiovisuel. Alors là on est plus sur des questions de description, mais ça pose aussi des questions sur la gestion et la description des documents, toujours dans le but de professionnaliser ce travail de la vidéothèque. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, donc merci à tous les quatre. Moi, j'avais peut-être déjà une première question sur la numérisation au départ. Les choix de numérisation, c'est le format, c'est le support qui prime, ou c'est les fonds, des fonds en particulier que vous allez traiter? Est-ce que vous êtes plutôt sur la préservation parce que tel ou tel support risque d'être rapidement inaccessible, et donc seule la numérisation permet d'y accéder, ou quand même c'est la demande, l'intérêt pour un fonds qui va primer dans les choix au moment de sélectionner ce qui va être numérisé? Alors je ne sais pas si je l'ai dit, mais on avait au départ, donc avant 2016, tendance à surexploiter une petite partie du fonds qui était connue et qui était très demandée. Donc ça fonctionnait à la demande. Et là, l'idée vraiment, c'est d'avoir une connaissance globale de nos archives, pas simplement par support, mais déjà d'accéder à ces fonds avec la meilleure qualité possible. Voilà. Dans le Val-de-Marne, il y a eu plusieurs choses qui se sont croisées. Une demande en salle de lecture d'un document qui n'est pas numérisé. On le numérise en priorité par rapport au reste. On a 72 heures pour rendre accessible au public en salle de lecture. Et si c'est un document dans un fond plus global, on en profite pour descendre le fond en entier. Et du coup, on fait le fond. Voilà. Et pour ce qui est plus massif, on a même mis en place alors, l'audiovisuel s'est inscrit dans un... Comment on a appelé ça ? Les archivistes donnent leurs envies de numérisation, leurs besoins par rapport à des fonds qu'ils traitent. Les techniciens disent il y a tel format, maintenant ils ont 30 ans, 35 ans, ça serait bien d'eux. Et on croise tout ça. Et chacun défend un peu son... Chacun y va. Moi, c'est important, moi aussi. Et on croise tout ça et des décisions sont prises et on priorise. Voilà. Nous, vu la collection relativement faible, on aurait tendance à dire on numérise tout. Après, évidemment, on a commencé à numériser plutôt les VHS, justement danger de démagnétisation.
Mais après, voilà, nous, le principe, ça reste la diffusion. Donc forcément, qui dit diffusion dit numérisation. Mais vu la petite collection, on a moins de contraintes, forcément, on n'a pas autant d'âge. Et alors juste par contre spécifiquement pour cette expérience avec Omnibus, au moment de la collecte, vous prenez tout ce qui vient, vous sélectionnez, et comment se fait le choix de qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on va numériser ou qu'est-ce qu'on va considérer comme soit ne nécessitant pas une numérisation immédiate, mais j'ai bien compris qu'on est sur des temps très courts, donc ce n'est pas vraiment la question. Mais est-ce qu'il y a quand même dans les échanges, au départ, voilà, quels vont être les axes de collecte qu'on va déterminer? Alors oui, donc on part sans passif, donc effectivement on peut prendre en charge tout ce qui pourrait arriver, mais sur un temps court, donc parfois avec des volumes qui dépassent complètement le temps possible de gestion sur le temps de la semaine. C'est pour ça que je parlais des plans de numérisation qu'on articule, qui permettent de traiter une partie de ce qui est repéré aussi. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir numériser à la fois du film et de la vidéo en même temps, parce que comme ça on n'a pas besoin de faire, enfin ça nous permet d'être moins sélectif et donc de pouvoir traiter des fonds vidéo qui sont en grand danger, même s'ils sont plus récents et moins intéressants forcément pour les archives départementales. On arrive à leur vendre les deux en fait. On leur dit voilà, vous allez récupérer des films plus anciens, mais il y aura aussi de la vidéo des années 90. Et en termes de critères et de sélection, donc on est sur des films du début du cinéma amateur, années 20, pour l'instant on n'a pas collecté avant les années 20, années 20 jusqu'aux années 90. On se met la limite des années 90 puisqu'on est dans de la valorisation immédiate aussi, et donc on a aussi besoin quand même que le temps ait fait son travail pour pouvoir reprojeter des images avec les gens dans la salle, etc. Donc pour nous ça fonctionne bien. Même parfois on s'interdit des images des années 90 à la projection, ça ne veut pas dire qu'on ne les aura pas numérisées. Et sur les axes, en fait, comme on est sur des territoires très précis, on a déjà défini qu'on va numériser sur les lieux qu'on collecte. Ça réduit quand même beaucoup le choix. Et après, ça va être des critères, je pense, qui sont partagés. Si c'est trop du film amateur filmé en intérieur, on peut refuser. Voilà, il faut que ça puisse faire mémoire commune. On est assez libre pendant le temps de la semaine sur ce qu'on fait, parce qu'on ne peut pas avoir d'aller-retour. Enfin, ça va quand même très très vite. On ne peut pas avoir d'aller-retour dans l'immédiat sur comment on traite. Donc voilà, là, on fait notre sélection. Et après, au moment du PNV, on envoie tous les inventaires, tout ce qu'on a pu produire pendant la semaine aux archives départementales, qui, là, eux, peuvent avoir un regard et sélectionner plus ou moins les fonds. Pour l'instant, il n'y a pas eu le cas de supprimer un fichier ou voilà, de refuser une bobine, parce que pour l'instant, tout nous intéresse. Là, je reviens justement, il y avait la notion de contrôle. Là, on ne peut pas parler de contrôle parce qu'il ne s'agit pas réellement d'une prestation. Et il y a quand même un petit volume, et on n'a pas pu évidemment consulter encore la totalité. Mais pour l'instant... Je voudrais juste peut-être aussi revenir là. Donc ça a été abordé par chacun, ces questions de format de fichier. On voit qu'un certain nombre de formats sortent clairement du lot. Le 4.2.2, le 4.2.2 ProRes ou le H.264, conservation et ou consultation, diffusion. Où est-ce que vous avez été comment est-ce que vous avez fait ces choix-là? Vous vous êtes appuyé sur quelles recommandations? Est-ce que vous êtes amené, est-ce que vous pensez que ça va être amené rapidement à évoluer? Et dernière question, là je m'adresse plus particulièrement à Cédric. Il y a vraiment cette volonté d'avoir pour l'ensemble de la collection des fichiers uniquement un format consultation, enfin un format conservation, un format consultation. Quid du numérique natif où on peut avoir à boire et à manger, hein. Et donc là, dans ces cas-là, mais la question s'adresse potentiellement à tout le monde, hein, et dans ces cas-là, transcodage, pas transcodage. Donc voilà, sur ces formats de fichiers, comment chacun d'entre vous vous êtes construit cette norme, ces choix, et comment vous allez faire évoluer?
Moi, je réponds très vite avant de laisser le micro parce que je suis pas légitime, mais au sein de l'équipe, donc on est des parcours complémentaires et Pierre et Margot sont vraiment dédiés à la technique. Donc Pierre qui est notre technicien audiovisuel et c'est quand même issu d'une réflexion de plus de 10 ans de travail en cinémathèque pour arriver jusqu'à ces choix de fichiers, pour proposer ça et toujours dans cet esprit de pragmatisme de la possibilité de les conserver par les archives départementales avec qui on va travailler derrière. Voilà. Après, on a suivi plusieurs formations, on a une veille qui est assez... on se forme régulièrement. On aimerait proposer mieux et conserver mieux, mais on reste toujours dans ces notions de pragmatisme. Et pour les fichiers numériques natifs, pour le moment, on n'a pas de fichiers numériques natifs de films tournés en numérique. On a parfois des déposants qui sont venus nous déposer des films qu'ils ont numérisés eux-mêmes ou fait numériser, avec une histoire derrière. Et là, on peut faire des réencodages, effectivement, mais on va surtout leur demander de retrouver les originaux pour nous les rapporter. Voilà. Le choix du... Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, on avait fait une expérience, enfin on a vécu ça comme une expérience, le MPEG 2. Le MPEG 2, c'est la norme pour le DVD, notamment. Donc, les DVD que vous avez, ils sont encodés en MPEG 2. Et le choix, c'était... on s'était posé la question de savoir si on allait utiliser le MPEG 2 comme codec de conservation. Donc, on a fait des tests. Et on a donc numérisé en MPEG 2. On s'est même équipé d'une carte numérisation en MPEG 2 en temps réel, puisqu'en gros, je ne me rappelle plus trop de la valeur, mais c'était pour 1 heure, il faut 10 heures. Quoi, en gros. Enfin, j'exagère un peu, mais c'était quasiment ça. Donc la question, c'était, est-ce qu'on va vraiment attendre 10 heures pour numériser un film d'1 heure pour pouvoir le regarder ensuite? Et en plus, pour le lire, il faut de quoi le décoder, en fait, puisque le player sur un Windows, par exemple, de base, Windows Media Player ne pouvait pas le lire. Donc ça commençait à faire beaucoup de problèmes à régler. On a regardé ce que faisaient les grandes institutions, l'INA, les CPAD, avec des moyens beaucoup plus importants. On a vu du JPEG 2000, on a vu des choses où on s'est dit « Ouh, il va falloir qu'on discute avec le service informatique pour stocker ça et ça va être compliqué ». Donc on s'est interdit les fichiers d'archivage purs et durs avec des débits impressionnants et des tailles de fichiers beaucoup trop élevées. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire si on ne peut pas être aussi fort avec des qualités incroyables non compressées, et on va s'éviter bien sûr de faire des choses trop compressées et autres. Donc on est parti sur du codec intermédiaire, et le ProRes 422 est ce qu'on appelle un codec intermédiaire, c'est-à-dire qu'il est entre le format utilisé à la captation par une caméra et un format d'archivage. Et c'est un format en gros qui est utilisé essentiellement à la base pour le montage. Et après, à l'intérieur du 422, il y a le HQ, enfin je vous passe, mais il y en a plein, proxy, il y a différents niveaux en fait. Et on s'est dit, on va rester sur l'intermédiaire, puisque en plus on fait de la valorisation, du coup le fichier, on n'a pas besoin de le réencoder pour le monter, et là on a commencé à cocher des cases positives en fait. Et là on s'est dit, on va partir là-dessus, on a commencé à encoder, on a vu qu'on pouvait jouer sur les débits, et là vraiment on a vu du positif, donc on s'est dit, on va là-dessus. Et le H264, c'est du MP4, je vous ai parlé du MP2, et en fait le MP4 aujourd'hui il est partout. On filme en MP4 sur nos smartphones, la TNT c'est du MP4, la box c'est du MP4, tout ce qu'on regarde en image animée aujourd'hui c'est du MP4. Donc, alors aujourd'hui ça paraît évident quand je le dis, mais en fait quand on a fait le choix, on a fait des paris, hein. Faut être clair. On l'a pas fait ça à l'aveugle en disant le premier qu'on touche ça va être celui-là, mais on a vraiment réfléchi. Tu disais 10 ans, et effectivement, on a pris le temps, on a expérimenté, et une fois qu'on s'est dit que c'était bon, on y est allé franchement. Et après, c'est pour ça que je disais, tout document qui était sorti, il était numérisé, tout document qui rentre, et si on est en capacité, enfin voilà, suivant le planning, ça passe, c'est numérisé de suite. Un document en salle de lecture, il est numérisé. Si dans le fond, il y en a 3-4, on numérise aussi. Et c'est comme ça qu'en fait, plus des plans aussi vraiment choisis sur des fonds qu'on a, voilà. C'est toutes ces petites choses-là qui ont fait que... en fait, depuis 2006, on fait du ProRes 422 en fait. Et aujourd'hui, on continue à faire le même. Donc le choix était bon. On peut se questionner pour l'avenir. Ah oui, il y a la question, pardon, et après je passerai. Le transcodage, je te promets, je te le donne après. L'histoire des fichiers nativement numériques. Alors ça, c'est un vrai souci. Je vais prendre juste un exemple. C'est un peu pareil, on peut préjuger de ce qui va arriver, mais voilà, c'est un peu des paris.
Il n'y a pas longtemps, on a Adobe, comment vous voulez le dire, a tué le Flash. Et avait choisi comme fichier de diffusion. L'intégralité de ses collections était en FLV. Voilà, Flash. Alors c'était la mode, c'était génial le Flash. Tout le monde voulait du Flash, tout le monde faisait du Flash. Et le Flash aujourd'hui, plus personne en veut. Et si vous avez que ça pour sortir, il faut trouver des convertisseurs. Enfin, faut s'amuser. C'est pas infaisable, mais en plus on récupère à la fin souvent des timbres poste. Enfin, les fichiers ils sont petits, voilà. Donc on peut se tromper. Heureusement, il y a eu du temps. Hein. Ils ont prévenu il y a longtemps qu'ils allaient arrêter ça. Donc faut se tenir informé. Ce qui est nativement numérique, on le prend comme il est, mais après se pose la question effectivement, est-ce qu'on va devoir avoir un player particulier pour le lire? Est-ce qu'effectivement il est assez ouvert pour être lu par tout le monde assez facilement? À partir du moment où on commence à cocher des cases, oula, on a besoin d'une machine déjà qui demande beaucoup de ressources, on a besoin d'un player spécifique, on a besoin de télécharger un codec. Le codec il est lié à une entreprise, est-ce que cette entreprise sera là dans 5 ans? Donc on commence à se poser des questions. Quand on commence à cocher trop de cases négatives, on transcode pour rendre ça moins exotique et voilà. Et que ensuite ceux qui vont passer derrière nous soient en capacité de pouvoir le traiter. Merci. Oui, je rajoute juste un mot par rapport au lot de numérisation qui nous avait posé question et qui nous a permis d'ailleurs de grandir, je pense, parce que ces questions et ces accidents sont toujours intéressants. C'est que comme nous on voulait les fichiers qui soient dans les plus fidèles possibles à l'origine, le prestataire en fait n'ayant pas su répondre à nos attentes, il nous a remis ces masters de numérisation en Move, donc codec ProRes, ce qui exige après, donc c'est pour ça que c'est très très lourd, ça exige après effectivement un retravail. Et bon, c'est un format propriétaire, mais libre, donc enfin, on n'est pas enfermé. Voilà. Oui, c'est effectivement un des formats, encore une fois, les plus courants aujourd'hui, les plus utilisés, et surtout quand on s'adresse à des prestations de numérisation, c'est pas des prestataires de numérisation, c'est celui qui est le plus souvent recommandé aujourd'hui. Il y avait une question. Bonjour, alors Marie-Alix Niquez pour le CIRDOC. En fait, j'aurais eu une question du coup pour Ofnibus. Donc, cette résidence en Mayenne, ça a l'air assez dense. Du coup, c'était pour savoir qu'est-ce que ça représente en termes de ressources humaines, combien vous êtes et comment vous répartissez le travail sur la semaine. On est 3. Donc, en fait... il y a, sur le temps de la semaine, en fait, il y a un gros travail en amont et à la sortie de la résidence. En amont, on commence à travailler environ 6 mois avant la résidence pour tout le repérage, à la fois des acteurs qui font déjà le travail, parce que quand on arrive sur un territoire, il n'y a jamais rien avant qu'on arrive. Il y a énormément d'initiatives de collecte, il y a des numérisations qui ont été faites, il y a des films qui ont été ensuite détruits. Il se passe plein de choses, en fait, avant... même avant vous, vous le savez tous, il s'est passé plein de choses. Donc, repérer les initiatives de collecte antécédentes, repérer les fonds qui peuvent être en dormance, travailler sur le montage de partenariats avec les structures locales pour pouvoir communiquer correctement et avoir du public aussi. Trouver des artistes, voilà, il y a toute une partie de logistique de résidence. Sur place, on est 3, donc ma collègue Margot qui est vraiment en charge des relations avec les déposants. On les appelle encore déposants, c'est un vocabulaire qu'on a conservé de notre passage en cinémathèque. Chez nous, ils déposent rien, en fait, ils viennent nous prêter des supports et on fait le lien avec les archives. Et aux archives, souvent, ils vont devenir donateurs parce que c'est une politique qui est plus en place au sein des archives départementales que dans les cinémathèques. Donc voilà, on a tout plein de travail sur le vocabulaire à faire aussi. Donc ma collègue Margot, elle s'occupe vraiment des relations avec les déposants et avec les archives départementales aussi, ensuite pour le suivi des fonds. Mon collègue Pierre, il est sur la partie numérisation, installation technique. Il nous aide, on peut l'aider sur de la numérisation vidéo, mais c'est lui il faut qu'il soit là quand même tout le temps. Et après, sur toute la partie montage. Et moi, je suis là sur la partie médiation, parce que pendant qu'on est en résidence, je propose des ateliers scolaires. Je vais aussi en EHPAD pour présenter les images qu'on numérise. Et je travaille avec l'artiste qui nous rejoint pour mettre en son les images, pour qu'on construise ensemble le programme. Voilà. Et puis, à l'issue de la résidence, on rentre et le premier travail à faire, c'est de ne rien perdre, de réussir à retrouver tous les fichiers, de tout encoder comme il faut. On a encodé déjà une partie sur le temps de la résidence pour pouvoir les diffuser, mais
Il y a un gros travail de reprise des fichiers derrière, de passation de relais avec les archives départementales, de transmission de tous les fichiers, de toute la documentation. Voilà, et on a la chance, on va faire une résidence en Sarthe prochainement. On a une étudiante du CNAM qui va venir en stage avec nous et qui va pouvoir nous aider dans le passage de transmission entre ce qu'on fait sur place et l'intégration des collections au sein de des archives départementales de la Sarthe. Ce qui peut avoir manqué parfois en termes de lien entre nous et d'autres archives départementales. Voilà. Puisqu'en fait, au départ, donc, la résidence en Mayenne, c'est la première. Et puis en fait maintenant on a un rythme plus soutenu et donc on a besoin d'aide aussi pour la suite. Quand on estime qu'on peut faire 4 résidences en une année. Et là on est déjà débordé. Et donc voilà, il y a tout le travail à l'issue de la résidence qu'il faut vraiment prendre en compte aussi. Et je crois que je réponds à la question. Oui. Pascal Legrand, CNC. Alors, je vais vous poser peut-être de manière collective une question un peu brutale, mais c'est un peu ce qui ressort de vos propos. Enfin, c'est l'impression que j'en ai, du moins. Je prends toutes les précautions. Est-ce que la numérisation sans indexation a-t-elle un sens ? On indexe toujours. Alors c'est super parce que c'est la question, il fallait donc que j'en parle absolument. Parce que j'ai 2 casquettes. Et là, je suis là pour Ofnibus, mais je m'occupe aussi de Diaz Interregio, donc, qui est un réseau, donc 18 cinémathèques en France, 16 en France, 2 à l'étranger, partagent cette base de données. Et donc c'est une base de données qui est mutualiste. Chaque utilisateur est membre et peut demander ses développements. Elle a été conçue par la Cinémathèque de Bretagne entre 2003 et 2005. En 2010, il y a 2 structures, enfin non, en 2010 ils sont 6, mais bon bref, ça s'est très très vite développé en un réseau d'utilisateurs et c'est une solution qui est peu coûteuse, qui est vraiment spécifique aux besoins de l'indexation des fonds audiovisuels. Et nous, en tant qu'Ofnibus, on a très envie d'avoir cet outil. Alors, les cordonniers les plus mal chaussés, j'ai les 2 casquettes, mais j'ai toujours pas Diaz. Mais on attend chez Ofnibus de pouvoir indexer sur cet outil. Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir partager ou de rendre interopérable Diaz avec les bases archives, type Arkeia, Ligeo, il y en a plein d'autres, vous les connaissez mieux que moi, pour que justement on puisse arriver. Donc Diaz Interregio vient d'obtenir un subventionnement pour développer une plateforme nationale du film amateur. Et l'intérêt, c'est de pouvoir interroger sur l'ensemble des territoires et pas uniquement les territoires des 18 cinémathèques en question, le film amateur. Voilà. Donc, bien sûr, on indexe. Ma collègue Margot, c'est son travail aussi. C'est pour ça que je parle de transmettre toute la documentation. Tout ça est prévu. Dans les 3 fonds qu'on a pu traiter à l'issue de cette résidence, on a conçu des instruments de recherche et évidemment il y a une indexation et d'ailleurs ces instruments de recherche sont dans tout le corpus justement recherchable aux archives départementales, sur le site des archives départementales. Donc non, on a indexé évidemment avec le fameux thésaurus du SIAF. Évidemment, il est incomplet sur certaines notions, mais voilà, on l'enrichit en fonction des fonds. On a fait j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait au tout début un archiviste multicasquette qui faisait aussi tout ce qui est description, indexation de l'audiovisuel. Ensuite, il est parti et ça a été l'idée, c'est vraiment que tout archiviste au sein des archives traite et fasse la description des documents audiovisuels, qu'il soit archiviste de fonds privés ou autres, public, État, Conseil général, Conseil départemental. Et on a une archiviste maintenant dédiée qui est dans la salle. Qui s'occupe des fonds iconographiques et audiovisuels. Donc voilà. Et surtout, on a fait un gros travail. Depuis 2016, on a fait un état des fonds. C'est en gros le récollement des archives audiovisuelles. On est reparti de la base en fait. Et on a pris chaque support, chaque film, et on a noté le titre, et on est vraiment parti. Et on a un minimum d'informations pour tous les documents, tous les supports conservés aux archives départementales du Val-de-Marne. Donc non, il faut forcément qu'il y ait les 2.
Donc, à ATD, tout cet important travail de numérisation fait qu'on a accès enfin aux documents et on peut les décrire. Donc, ça a renforcé. Moi, j'ai demandé aussi à ce qu'on renforce le soutien en fait à la vidéothèque et à Vincent pour décrire davantage les fonds et aller au-delà de ce travail sur le contrôle de qualité. On a un pôle de documentation qui s'est doté d'un outil qui s'appelle PMB, donc, et qui, eux, apparemment, ont commencé à travailler sur un thésaurus qui est personnalisé ATD. J'espère beaucoup que Alors bon, on va se doter d'un système d'information pour la vidéothèque. On ne sait pas encore si ce sera le SIA qui fera cet office, le SIA qui, pour l'instant, gère nos archives unifiées. Donc, on a le thésaurus du SIAF à l'intérieur. Moi, je souhaite vraiment qu'on essaie de rationaliser et de faire dans le même temps de faire aussi cet effort de description pour optimiser ce travail. Oui, je voulais réagir également. Effectivement, alors par rapport à la question dite brutale, oui, indexer c'est important, mais est-ce que c'est finalement lié directement à numériser? Si on ne numérise pas, de toute façon, pour un certain nombre de documents, ce qu'on aura, c'est du plastique. Donc, ce sera plus rapide. Ce sera beaucoup plus facile de l'indexer avec juste un seul terme. Donc, on peut parfois numériser et attendre plus tard pour décrire et ou indexer. C'est déjà une première phase de conservation qui est quand même importante. Voilà. On va devoir. Oui, je voulais encore au moins qu'on parle de la conservation ensuite des fichiers, des formats, mais je vois. Oui, non, on est effectivement, on est un petit peu juste en temps puisque là maintenant, on va tous ceux qui le souhaitent partir à la jetée. Pour assister à une projection donc d'un certain nombre de collègues donc, qui ont fait un montage et qui vont parler de leurs archives. Juste un petit détail au niveau de l'organisation. Donc on va se rendre au tramway qui est juste en face. Et par contre, il va falloir chacun acheter son billet. Il y a combien d'arrêts Ouais, on verra. Oui, c'est quoi le nom de l'arrêt? Voilà, de Lille. Voilà, et donc on se retrouve tous à la jetée pour 18h, et puis pour voir le résultat de tout ce travail de numérisation. Merci à tous.